Ce n'était qu'un petit accident, le genre qui arrive quand on est perdu dans sa routine. Je rangeais en fredonnant quand mon coude a fait tomber le sac de sport d'Ethan du banc. Il a heurté le sol avec un bruit sourd, rien de dramatique, mais ensuite je l'ai entendu, un bourdonnement, puis un autre. Ma première pensée, son téléphone. Mais je venais de le voir en charge dans la cuisine. Je me suis penchée, j'ai tiré sur la fermeture éclair et c'est là que je l'ai vu. Niché sous un pantalon de survêtement, il y avait un téléphone que je n'avais jamais vu auparavant. Pas d'étui, pas d'autocollant, juste nu. Je l'ai ramassé, m'attendant à moitié à ce qu'il soit éteint, mais l'écran s'est allumé et ce que j'ai vu ne m'a pas donné un coup de poing dans le ventre. Pas encore en tout cas. L'écran verrouillé affichait une série de messages, tous provenant de quelqu'un nommé Bi. Ce n'était pas juste décontracté. C'était quotidien, récent, nécessiteux. Je n'ai pas senti la chaleur monter à mon visage. Je me suis sentie froide, concentrée. Je n'ai pas crié, je ne l'ai pas jeté, je n'ai même pas froncé les sourcils. Au lieu de cela, je me suis assise sur le bord du lit, j'ai regardé cet écran lumineux et j'ai pris une grande inspiration. Pas de mot de passe. Bien sûr qu'il n'y en avait pas. Il l'avait caché mais ne s'attendait pas à ce que quelqu'un le trouve. Ou peut-être pensait-il que je ne le remettrais jamais en question. Quoi qu'il en soit, j'ai ouvert les messages. Et vous savez quoi? J'ai souri. Non pas parce que ça ne faisait pas mal, mais parce qu'à ce moment-là, je savais que le jeu venait de changer. Le premier message était assez innocent, j'ai hâte de te revoir. Mais ceux qui ont suivi ont peint toute une histoire. Surnom, blague privée, petite routine que seuls les amoureux construisent. Mes doigts défilaient pendant que mon cœur prenait des notes. Elle l'appelait eux. Elle envoyait des selfies dans des endroits que je ne reconnaissais pas. Des restaurants où nous n'étions jamais allés. Le hall d'un hôtel. Le coin d'un lit qui n'était pas le nôtre. Tout était là. Clair comme le jour, une seconde vie parfaitement compartimentée. Du moins, c'est ce qu'il pensait. J'aurais pu perdre le contrôle, j'aurais pu crier son nom et briser le calme. Mais au lieu de cela, je suis restée assise avec ça. J'ai laissé la trahison s'installer dans mes os. Mon silence n'était pas de la faiblesse. C'était du calcul. Je savais que ce n'était pas le moment de confronter. C'était le moment d'observer. Chaque message que je lisais, chaque horodatage que je remarquais devenait une autre pièce du puzzle. Plus je restais assise là, plus je sentais le pouvoir revenir dans mon corps. Pas de rage, pas de désespoir, du contrôle. C'est étrange comment la clarté peut arriver dans les moments les plus désordonnés. J'étais là, seule dans notre chambre, tenant la preuve de ses mensonges dans ma main, et tout ce que je pouvais penser, c'était qu'il n'avait aucune idée de ce qu'il venait de me donner. Ce n'était pas juste un deuxième téléphone. C'était une porte, une clé, une confession qu'il ne savait même pas avoir faite. Il pensait avoir deux vies. Il ne savait pas que l'une d'elles m'appartenait désormais. J'ai remis le téléphone là où je l'avais trouvé, en veillant à ne pas déranger un seul pli. La dernière chose que je voulais était de le prévenir avant que je sois prête. Le timing était primordial maintenant. Je suis retournée plier son linge comme si rien ne s'était passé. Le poids de la découverte reposait tranquillement sous mes côtes. Il est entré 10 minutes plus tard, m'a embrassé la joue comme toujours et a demandé ce qu'il y avait pour le dîner. J'ai souri. J'ai juste souri. Cette nuit-là, je l'ai regardé dormir. Paisible, inconscient. C'est incroyable comment quelqu'un peut vous trahir et continuer à ronfler sans aucun souci. Je suis restée allongée, les yeux grands ouverts, tandis que la lueur de sa seconde vie scintillait dans mes pensées. Mais je ne me noyais pas dans la tristesse. Je n'étais pas recroquevillée en boule comme les femmes dans toutes les histoires que nous entendons. Non, j'étais bien éveillée, en train d'en écrire une nouvelle. Ma version. Vous voyez, quelque chose a changé en moi ce jour-là. La femme qui pleurait pour des broutilles, qui s'excusait de poser trop de questions, elle a disparu. À sa place se tenait quelqu'un de plus aiguisé, de plus froid, de plus silencieux, et il n'avait jamais remarqué le changement jusqu'à ce qu'il soit beaucoup trop tard. Parce que je n'avais pas l'intention de partir. Pas encore. Je prévoyais autre chose. Le lendemain matin,
Pendant qu'il prenait sa douche, j'ai déverrouillé le deuxième téléphone comme si c'était le mien, parce qu'à ce moment-là, j'avais l'impression que c'était le cas. J'ai lu son dernier message: la nuit dernière a été une torture sans toi. Je l'ai regardé pendant un moment, le pouce en suspens. Puis j'ai commencé à taper. Rien de trop intelligent, juste assez pour ressembler à lui. Une courte réponse, un clin d'œil, quelque chose qu'il aurait envoyé sans réfléchir à deux fois. Et comme ça, je suis devenu lui. C'était plus facile que je ne le pensais. Il n'utilisait pas de ponctuation. Ses messages étaient courts, souvent paresseux, toujours prévisibles. Elle a répondu tout de suite, les yeux durs et plus de désir. Elle n'avait aucune idée. Je pouvais la sentir glisser plus profondément dans le mensonge à chaque mot que j'envoyais. Je n'essayais plus de sauver le mariage. Je n'essayais même pas de comprendre pourquoi. Je construisais autre chose, quelque chose de lent, quelque chose qui ferait mal quand il atterrirait. Chaque message est devenu un fil dans mon plan. J'ai commencé à tout sauvegarder. Capture d'écran, notes vocales, les emplacements de leurs petits repères. Je n'étais pas pressé. Je l'ai laissé parler. Je l'ai laissé s'épancher. Je l'ai laissé penser qu'il la choisissait encore. Plus elle y croyait, plus mes preuves devenaient complètes et plus je me sentais forte. Pas brisée, pas amère, juste prête. J'ai commencé à remarquer des schémas. Ils se rencontraient toujours le jeudi. Elle détestait quand il n'envoyait pas de texto « bonjour ». Elle pensait qu'ils avaient des secrets que personne ne pourrait jamais démêler. Mais je les démêlais, un fil à la fois. J'ai commencé à poser des questions, faisant semblant d'être curieuse, faisant semblant de me soucier. Quel a été votre moment préféré ensemble, tapais-je, et elle répondait en paragraphes, peignant le tableau complet que je n'avais pas demandé mais dont j'avais besoin. Leur histoire était plus longue que je ne le pensais. 2 ans. J'ai retracé leur première rencontre jusqu'à une conférence dont je me souviens qu'Ethan était rentré fatigué. Maintenant, je sais pourquoi. Chaque réunion tardive, chaque « j'ai oublié d'appeler » prenait soudainement sens. Et étrangement, je ne me sentais pas dévastée. Je me sentais confirmée. Chaque doute que j'avais avalé au fil des ans avait maintenant un horodatage. Chaque intuition avait une capture d'écran. Mais je ne me suis jamais laissée aller à la négligence. Je suis restée dans mon rôle, même quand ces mots me donnaient la chair de poule. J'ai ri quand elle a dit qu'il la faisait se sentir en sécurité. J'ai répondu gentiment quand elle a fait allusion à l'amour, parce que rien de tout cela n'avait d'importance. Ni le fantasme qu'elle pensait vivre, ni l'affection qu'elle pensait réelle. Ce qui importait, c'est qu'elle continuait à parler et que je continuais à écouter, et chaque message était un autre clou doucement enfoncé. À la fin de la semaine, j'en avais assez pour les ruiner tous les deux. Photos de leur séjour à l'hôtel, enregistrement d'elle chuchotant des choses qu'elle ne dirait jamais si elle savait que j'écoutais. J'ai même sauvegardé une note vocale où elle gémissait son nom. Cela m'a retourné l'estomac, mais je ne l'ai pas supprimé. Chaque fichier, chaque mot, je l'ai sauvegardé dans un dossier intitulé « Vérité ». Je ne collectionnais pas la vengeance. Je construisais un règlement de compte. Ce qui m'a le plus choqué, ce n'est pas l'aventure. C'est la facilité avec laquelle j'ai pu voler sa voix. À quel point il était devenu prévisible. À quel point leur connexion était creuse. Elle n'a jamais remarqué la différence. Jamais une seule fois elle n'a demandé « Est-ce que tu vas bien ?» ou « Tu as l'air différent ». Juste un besoin constant, un fantasme constant. Et je l'ai nourri, cuillère après cuillère. Parce que je n'essayais pas de le prendre en flagrant délit de mensonge. Je façonnais le mensonge moi-même. Et quand elle a mentionné leur prochaine rencontre, même endroit, jeudi prochain, je n'ai pas hésité. J'ai répondu quelque chose de mieux, fais-moi confiance. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté de faire semblant. Je ne répondais plus en tant qu'Ethan. J'écrivais la fin. Et aucun d'eux n'avait la moindre idée de qui tenait le stylo. L'idée m'est venue au moment le plus calme, en versant du vin dans un verre propre et en regardant notre table à manger. 6 places. Parfait. Je savais exactement comment faire. Pas avec des cris ou des scènes, mais avec le calme, avec la planification. J'ai invité ses parents, quelques amis,
en disant que je voulais célébrer notre anniversaire, quelque chose de petit, d'intime. Ethan a été touché, ou peut-être juste soulagé que je ne sois pas suspicieuse. Quoi qu'il en soit, il a souri. Pas moi. La deuxième invitation est partie juste après. J'ai utilisé ces mots, son ton. Passe à la maison, j'ai prévu quelque chose de spécial. Ne frappe pas. Entre directement. Elle a répondu avec un cœur. Je me suis demandé si elle portait du parfum pour lui. Si elle apporterait du vin, le même vin que je rafraîchissais pour la table du dîner. J'ai failli la plaindre. Presque. Mais ensuite je me suis souvenu des notes vocales, des selfies à l'hôtel, des mensonges qu'elle l'avait aidé à raconter. La veille, j'ai nettoyé la maison comme si c'était un terrain sacré, chaque centimètre. Ensuite, j'ai dressé la table. Bougies blanches, les belles assiettes, les serviettes pliées. Tout semblait parfait. Sur la télévision du salon, j'ai mis en file d'attente le dossier, chaque capture d'écran, chaque audio, chaque photo. J'ai ajouté une diapositive de titre tapé, par ta femme aimante. Et j'ai souri. Non pas parce que c'était fait, mais parce que ce n'était que le début. Ethan était inhabituellement gentil ce jour-là. Il a rapporté des fleurs, les lys sont mes préférés. Il a demandé si je voulais sortir à la place. Je lui ai dit non. Ce soir était spécial. Il avait encore l'air soulagé. Peut-être pensait-il que nous étions enfin en train de guérir, d'avancer. J'ai failli rire. Je l'ai embrassé sur la joue et je lui ai dit qu'il aimerait ce que j'avais prévu, et il a dit, je suis juste content que nous allions bien. J'ai hoché la tête. Nous étions loin d'aller bien. Mais j'étais plus que contente. Alors que le soleil commençait à se coucher, j'ai allumé les bougies une par une. La salle à manger s'est remplie d'une douce lumière comme dans un film. Tout était chaud et doré, d'un confort trompeur. Il a ouvert le vin pendant que j'ajustais le volume de la télévision, m'assurant que la première diapositive était prête à être lue. Il n'avait toujours pas remarqué le câble HDMI qui sortait de l'ordinateur portable. Il n'avait toujours pas remarqué que le deuxième téléphone avait disparu. Je l'avais caché. Les invités ont commencé à arriver à l'heure. Sa sœur, son meilleur ami, ses parents. Des rires ont rempli l'air. Toast, accolades, tout si normal que c'en était presque absurde. Ethan rayonnait, versant du vin, racontant des histoires, me tenant la main sous la table comme s'il le pensait vraiment. Mais je continuais à regarder l'horloge, à décompter. Elle arrivait. Et quand elle franchirait cette porte, tout se fendrait en deux. Le dernier toast venait d'être porté quand j'ai entendu le portail cliquer. Pas de coup, juste le doux bruit de la porte d'entrée qui s'ouvre. Mon pouls n'a pas accéléré. Je suis restée assise, le vin à la main, souriant comme si de rien n'était. Ethan s'est figé pendant une demi-seconde, à peine perceptible pour quiconque sauf moi. Puis il s'est levé, confus. Peut-être pensait-il que c'était un voisin. Ou peut-être qu'une partie de lui savait déjà. Elle est entrée dans la pièce vêtue de rouge. Je n'oublierai jamais ça. Ses yeux ont balayé la table. Les bougies, les visages, moi. Son sourire s'est flétri. Ethan s'est retourné et pendant une fraction de seconde, tout est resté en suspens. Le silence était lourd, presque beau. Personne n'a bougé. Personne n'a parlé. Et puis j'ai pris la télécommande et j'ai appuyé sur lecture. La télévision s'est allumée. D'abord le titre du dossier, puis les messages. Un par un, leur liaison s'est affichée à l'écran. Ligne par ligne, photo, audio, texte, se terminant par « tapé par ta femme aimante ». Sa bouche s'est ouverte. Le verre d'Ethan a glissé de sa main. Et j'ai continué à regarder comme si c'était l'histoire de quelqu'un d'autre. Mais ce n'était pas le cas. C'était la mienne, et ce n'était pas encore fini. Je pense que ce qui m'a le plus surpris, c'est le silence. Personne n'a crié, personne n'a hurlé, juste une pièce pleine de gens retenant leur souffle pendant que la trahison dansait à l'écran. Ethan se tenait immobile, les lèvres entr'ouvertes comme s'il était sur le point de dire quelque chose, mais rien n'est sorti. Bee ne l'a même pas regardé. Elle fixait la télévision, les messages qu'elle pensait privés, regardant ses propres mots lui revenir en boomerang.
Je n'ai pas cligné des yeux. Chaque message, chaque photo, chaque note vocale sensuelle jouait comme une symphonie d'illusions. La pièce s'était transformée en théâtre et j'étais à la fois metteur en scène et actrice principale. Les gens regardaient de l'écran à Ethan, puis à moi. La main de ma belle-mère a lentement laissé tomber sa fourchette. Sa sœur s'est détournée. La honte dans l'air était assez épaisse pour être mâchée, mais j'ai juste siroté mon vin, laissant tout se dérouler exactement comme je l'avais prévu. Puis, juste au moment où l'un des enregistrements les plus intimes a commencé à être lu, celui où elle rigole et l'appelle « mon mari secret », je me suis levée. Je me suis tournée vers Ethan, qui n'avait toujours pas bougé, et j'ai dit clairement « surprise, j'ai été toi pendant les 2 dernières semaines, et elle n'est pas la seule à être tombée dans le panneau. » Cela a brisé le silence. Quelqu'un a halté. Quelqu'un d'autre a chuchoté mon nom. Mais je n'ai pas bronché. Il ne s'agissait pas de drame. Il s'agissait de vérité. Ethan a finalement ouvert la bouche. Mais ce qui est sorti n'était pas des excuses. C'était du déni. Ce n'est pas ce que ça a l'air, a-t-il dit. La réplique la plus prévisible de l'homme le plus prévisible. J'ai failli rire. C'est exactement ce que ça a l'air, ai-je dit. Et ça sonne encore pire si tu veux bien entendre le reste. Il m'a regardé comme s'il ne me reconnaissait plus. Et d'une certaine manière, ce n'était pas le cas. Je n'étais plus la femme à qui il pensait pouvoir mentir éternellement. Bee s'est tournée vers lui, les yeux écarquillés, tremblante. Tu m'as dit qu'elle ne se doutait de rien, a-t-elle murmuré. Il n'a pas répondu. Il ne pouvait pas. Ses mensonges l'avaient finalement rattrapé. Elle m'a regardée ensuite, pas en colère, pas suffisante, juste brisée. Mais je n'ai pas eu pitié. Elle n'était pas innocente. Elle m'avait envoyé des SMS en pensant qu'elle envoyait des SMS à lui, en sachant parfaitement qu'il était marié. Elle avait choisi de jouer son rôle, et maintenant elle était sur scène avec moi aussi. Personne n'a touché à sa nourriture. Les bougies vacillaient, projetant des ombres sur une table dressée pour une célébration, maintenant baignée d'humiliation. La télévision continuait de défiler, message après message. Je l'ai laissé continuer pendant encore 1 minute avant de m'approcher et d'appuyer sur pause. L'écran s'est figé sur une photo d'eux dans un miroir d'hôtel, elle l'embrassant sur la joue. Il avait l'air si fier. Je me suis tournée vers les invités, tous silencieux, tous observants. Le dîner est officiellement annulé, ai-je dit. Mais le spectacle ne fait que commencer. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai simplement pris la télécommande, éteint l'écran et regardé Ethan droit dans les yeux. Tu as construit ce mensonge morceau par morceau, ai-je dit. J'ai juste décidé comment il s'effondrerait. Il a tendu la main vers moi, murmurant quelque chose. Peut-être un plaidoyer, peut-être une excuse. J'ai reculé. Cette distance entre nous était meilleure que n'importe quel câlin qu'il m'avait donné depuis des années. Il savait que c'était fini. Et cette fois, ce n'était pas moi qui étais abandonné. Les invités ont commencé à se lever tranquillement, ne sachant pas quoi dire ou regarder. Personne n'a touché à ses verres. Personne n'a offert de réconfort. Ni à lui, et certainement pas à elle. Bee est sortie la première, serrant son sac à main comme s'il contenait sa dignité. Ethan est resté là, pâle et acculé, et je l'ai laissé faire. Je voulais qu'il reste assis dans le silence, dans la vérité, dans les conséquences. Je voulais qu'il comprenne ce que ça faisait d'être exposé. Quand la porte s'est enfin refermée derrière le dernier invité, je suis restée près de la fenêtre un moment, regardant les feux arrière s'estomper. La maison était de nouveau silencieuse, mais pas lourde, pas suffocante. Elle semblait propre, comme si quelque chose avait été purgé. Je me suis versé un dernier verre de vin et je me suis assise sur la chaise qu'il utilisait toujours. Personne n'avait plus faim, sauf pour la justice, et je n'avais pas encore fini de la nourrir. Le lendemain matin, je ne l'ai pas attendu pour qu'il s'explique. Je ne voulais pas l'entendre, les excuses, la manipulation, les regrets répétés. Je lui ai remis une enveloppe Kraft. À l'intérieur, des transcriptions imprimées, des messages horodatés, une copie de notre certificat de mariage et les papiers du divorce déjà signés de mon côté. Tu as tout ce dont tu as besoin, lui ai-je dit. Et moi aussi.
Il a regardé les papiers comme s'il pouvait mordre. J'espérais qu'il le ferait. J'ai changé les serrures avant le déjeuner. J'ai appelé un avocat, un serrurier, un thérapeute. Tout ce que je le suppliais de faire, je l'ai fait en un jour. Il se tenait sur le porche comme un fantôme, m'envoyant des SMS depuis le seul téléphone qui lui restait. On peut arranger ça, a-t-il écrit. Je t'aime. Je n'ai pas répondu. Il ne m'aimait plus depuis des années. Il ne s'attendait tout simplement pas à ce que j'arrête de l'aimer en premier. C'est ce qui lui faisait le plus peur. Au coucher du soleil, ma maison était comme neuve. L'air était différent, plus vif, plus léger, comme si quelque chose avait été nettoyé à fond. Je me suis assise à la table de la cuisine, seule, pas triste, pas en colère, juste calme. Pour la première fois depuis longtemps, je n'attendais pas. Pas d'explication, pas de changement, et surtout pas qu'il rentre à la maison. Il n'habitait plus ici. Et honnêtement, la femme qui le supportait non plus. Je n'avais pas prévu de le partager publiquement au début. C'était juste quelque chose que je faisais pour moi, pour la clôture, pour la clarté, pour la preuve. Mais l'histoire s'est pratiquement racontée d'elle-même. J'ai téléchargé des captures d'écran, quelques clips et un résumé sous le titre « La femme qui a répondu du deuxième téléphone ». En quelques heures, ça a décollé. Les commentaires ont afflué de femmes qui se sont vues dans mon silence, ma patience, ma frappe finale. Je n'étais plus seule, et elles non plus. Les messages venaient de partout. Des étrangères me remerciant de leur avoir montré que le calme ne signifie pas faiblesse, que la dignité peut être bruyante sans jamais élever la voix. Certaines m'ont demandé si je lui pardonnerais un jour. D'autres voulaient des détails étape par étape. Mais la plupart ont juste dit « merci ». C'était surréaliste de voir quelque chose d'aussi personnel devenir aussi public. Mais il ne s'agissait plus de vengeance. Il s'agissait de se réapproprier le récit, de transformer la douleur en objectif. J'ai donc lancé un podcast. Rien d'extraordinaire, juste ma voix, un microphone et tout ce que j'aurais aimé que quelqu'un me dise plus tôt. Le premier épisode s'intitulait « Quand son autre téléphone sonne, répondez ». J'ai raconté toute l'histoire. Chaque changement dans mes tripes, chaque message que j'ai tapé en faisant semblant d'être lui, chaque mensonge que j'ai transformé en levier. Ce n'était pas pour la sympathie. C'était pour les femmes comme moi qui avaient appris à endurer en silence. Plus maintenant. Les gens ont commencé à partager leurs histoires. Une femme a écrit « Vous m'avez donné le courage de vérifier le deuxième téléphone de mon mari. J'ai tout trouvé. » Une autre a dit « Vous n'avez pas seulement exposé un tricheur. Vous m'avez rappelé que j'ai le droit de partir. » J'ai lu chaque message, parfois avec des larmes, parfois avec un sourire. Je n'ai jamais voulu être un symbole, mais je le suis devenu, non pas de trahison, mais de résilience. Du genre de force qui s'élève tranquillement puis rugit. Ethan a essayé de me contacter à nouveau. Une lettre, un message vocal, même une livraison, un bouquet de lys blanc avec un mot disant « J'ai fait une erreur ». Je n'avais pas besoin de répondre. Mon silence était plus fort que tout ce qu'il m'avait jamais dit. J'ai laissé les fleurs dehors, non ouvertes. Je n'étais plus en colère. Je n'étais tout simplement plus disponible. Il voulait réécrire la fin, mais je l'avais déjà publiée et elle était parfaite telle qu'elle. Il a essayé de vivre une double vie. Il pensait être intelligent, invincible, intouchable. Mais je lui ai donné une fin inoubliable, pas seulement pour lui, mais pour chaque femme qui a déjà remis en question sa valeur dans l'histoire de quelqu'un d'autre. La mienne ne s'est pas terminée par des supplications ou de l'amertume. Elle s'est terminée par la vérité, à mes conditions. Et enfin, avec les deux téléphones silencieux, je pouvais m'entendre à nouveau.